Pour ma part, en qualité de doctorant en droit du travail, je vais vous parler sans trop d'originalité de la façon dont ce droit encadre la question du travail de nuit, pour ce qu'il est possible d'expliquer en tout cas en un quart d'heure. Donc ce travail de nuit concerne aujourd'hui 15% des salariés, ce qui représente à peu près 3,5 millions de personnes. Il n'est plus aujourd'hui, alors à tort ou à raison, regardé comme une anomalie, mais simplement comme un mode atypique d'organisation du travail. Nous ne sommes pourtant pas physiologiquement constitués pour rester en activité la nuit. Il est avéré que le travail nocturne présente des risques pour la santé des personnes qui y sont affectées. Il serait potentiellement cancérogène, il pourrait causer obésité, cholestérol, AVC, troubles psychologiques comme dépression, anxiété, voire des accidents du travail qui seraient liés au déficit de sommeil engendré par le travail de nuit. Alors, pendant longtemps, le travail a d'abord été soumis au temps naturel qui était rythmé par le jour et la nuit, donc ce dont Romain parlait un peu en introduction, alors que l'influence de l'Église donnait déjà un sens sacré à cette alternance entre la lumière et l'obscurité. Ces considérations à la révolution industrielle ont ensuite laissé place à une recherche de rationalisation du temps travaillé, et pour l'employeur, le temps disponible de ses ouvriers n'était plus écoulé, mais plutôt dépensé. En droit du travail, ce temps productif est défini comme celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à cette directive, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Donc si on s'en tient à cette définition, l'heure travaillée entre 14h ou 15h serait la même que celle qui est travaillée entre 2h ou 3h du matin. Alors en droit, le travail de nuit est celui qui est effectué sur une période de 9 heures qui sera définie par accord collectif, entre 21h et 7h du matin et qui comporte au moins l'intervalle entre minuit et 5h. Le travailleur de nuit, quant à lui, est celui qui accomplit au moins 2 fois par semaine au moins 3 heures de travail de nuit. Donc le travail de nuit peut être pathogène, mais il est aussi parfois socialement ou économiquement indispensable. Et finalement, s'intéresser au droit du travail de nuit revient en fait à s'interroger sur la façon dont le législateur cherche à concilier ces deux logiques qui sont manifestement contradictoires. Et pour ce faire, le régime juridique du travail de nuit entend encadrer la pratique du travail de nuit d'abord, et ensuite protéger ses pratiquants au regard des contraintes spécifiques de cette activité. Alors sur l'encadrement de la pratique, d'abord je vais commencer par un petit historique, je vous ferai rapidement. La loi du 22 mars 1841, qui est connue par les travaillistes comme la première loi sociale, a d'abord interdit le travail de nuit aux enfants de moins de 13 ans. En 1892, cette interdiction sera étendue aux jeunes de moins de 18 ans et aux femmes. Ainsi, jusqu'en 2001, les femmes ne pouvaient pas, en principe, travailler de nuit dans l'industrie, alors qu'aucune limitation similaire n'existait pour les hommes. Cette distinction en fonction du sexe est, avec le temps, heurtée au principe d'égalité professionnelle qui est exposé par une directive européenne de 1976, qui impose que les hommes et les femmes soient soumis aux mêmes conditions de travail. Donc la CJCE a estimé en 1991 que cette directive était suffisamment précise pour créer une obligation de ne pas interdire le travail de nuit des femmes, car les risques auxquels étaient exposés les travailleurs n'étaient pas différents en fonction du sexe. Donc, cette application finalement originelle du principe d'égalité entre hommes et femmes a abouti à la suppression de cette interdiction par une loi du 9 mai 2001, loi qui a en outre créé le régime juridique du travail de nuit qu'on connaît aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le travail de nuit doit être organisé par un accord collectif ou au moins être autorisé par l'inspecteur du travail. Le Code du travail confirme son caractère atypique en imposant que le recours au travail de nuit soit exceptionnel, justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il doit être lié à l'examen préalable des autres possibilités d'aménagement du temps de travail, et en d'autres termes, il ne doit être mis en place que lorsqu'aucune alternative n'est possible pour l'entreprise et l'employeur. Alors pour donner quelques exemples, dans l'industrie, le travail sera parfois organisé en équipes successives avec des travailleurs qui sont affectés au travail de nuit pour assurer la continuité de la production lorsque les machines ne peuvent pas être arrêtées. Dans la majorité des cas, le travail de nuit sera justifié par une nécessité d'assurer des services d'utilité sociale, ce qu'on verra sûrement un peu plus avec Florent après, notamment dans les secteurs de la santé. Le travail de nuit sera aussi parfois inhérent à certaines activités. Alors ça concerne notamment le travail dans les ports ou les aéroports,
les services de presse, de radio ou de télévision, le transport de personnes ou de marchandises, voire certaines activités récréatives qui ne pourraient exister, et ce serait dommage, sans le travail de nuit. Alors là, je pense au secteur du spectacle, aux bars et discothèques et aux casinos. Finalement, si le travail de nuit se banalise aujourd'hui, c'est surtout en grande partie parce que la vie humaine nocturne a besoin de travailleurs. Malgré tout, la Cour de cassation applique toujours strictement les dispositions légales qui sont en vigueur. Un exemple qui vous parlera peut-être, vous avez dû en entendre parler, c'était dans l'actualité, l'ouverture tardive par Sephora de son magasin situé sur les Champs-Élysées, dans lequel 20% du chiffre d'affaires était réalisé après 21h. Dans cette affaire, la Cour de cassation avait décidé en 2014 que le travail de nuit ne pouvait pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne devait être mis en œuvre que lorsqu'il était indispensable à son fonctionnement. Or ici, l'attractivité économique qui résultait de cette ouverture tardive ne suffisait pas à caractériser le caractère indispensable de ce travail de nuit, et le travail de nuit n'était pas non plus indispensable ni inhérent à l'activité de commerce de parfumerie. Quelques mois avant ça, le Conseil constitutionnel, saisi du QPC, avait décidé qu'en prévoyant que le recours au travail de nuit était exceptionnel, le législateur avait opéré une conciliation qui n'était pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d'entreprendre d'une part et le droit à la santé d'autre part. Ces différentes décisions démontrent qu'il faut que, malgré une certaine libéralisation du droit de la durée du travail, pour le sujet qui nous intéresse, je pense notamment à la possibilité d'ouvrir les commerces en soirée depuis la loi Macron en 2015, le travail de jour doit demeurer la norme et l'activité nocturne l'exception. Donc, aussi indispensable soit-il dans certains secteurs d'activité, le travail de nuit est nocif, voire pénible, même si certains politiques ont pas l'air de beaucoup aimer ce mot. C'est pourquoi le Code du travail impose, en cas de recours au travail de nuit, impose une prise en compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Alors, en droit du travail, une logique historique a toujours conduit à protéger la santé des salariés en réduisant la durée du travail. Alors, même si aujourd'hui la RTT est plutôt envisagée sous l'angle du partage du travail, voire plus envisagée du tout, comme ça c'est un peu plus simple. La directive temps de travail qui a fixé les limites qu'on connaît aujourd'hui en droit interne entend instaurer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière de temps de travail. Et cette directive énonce en préambule que de longues périodes de travail de nuit sont préjudiciables à la santé des travailleurs et elle appelle à une limitation de la durée du travail de nuit. Donc pour un travailleur de nuit, la durée maximale de travail est fixée à 8 heures par jour et 40 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives, contre 10 heures et 44 heures pour un travailleur classique. Le salarié a également droit à un repos compensateur en contrepartie des heures qui sont travaillées la nuit, mais finalement cette réduction de la durée du travail, même si elle est consensuelle, n'est pas vraiment suffisante, puisque dès lors qu'il est avéré que le travail de nuit est pathogène, ce n'est pas quelques heures de travail en moins qui vont vraiment permettre d'assurer efficacement la santé des travailleurs. C'est pour cette raison donc, que cette approche purement quantitative est doublée en droit interne d'une approche plus qualitative qui est centrée sur la prévention des risques au travail, qui intervient à différents stades de la mise en œuvre du travail de nuit. Alors d'abord, le médecin du travail et le CHSCT doivent être impliqués au moment de sa mise en place en raison de leurs compétences respectives en matière de santé, de prévention des risques ou de conditions de travail. L'inspecteur du travail sera aussi sollicité si jamais le travail de nuit est mis en œuvre sans accord collectif. Et une fois ce travail de nuit mis en place, le travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé qui sera personnalisé en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, sachant qu'au moins une visite médicale devra avoir lieu tous les 3 mois. Les conclusions du médecin du travail à l'occasion de ces visites peuvent avoir des conséquences sur l'activité du salarié, puisque lorsque son état de santé l'exige, le salarié est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour. Dans tous les cas, si le médecin du travail déclare le salarié inapte à un poste avec travail de nuit, son contrat de travail ne pourra pas être rompu pour ce motif-là. En dehors du travail de nuit, l'employeur a aussi une obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation lui impose en fait de mettre en place une politique globale de prévention des risques dans l'entreprise. Or,
paraît difficile d'avancer que toutes les mesures de prévention ont été prises lorsqu'on soumet ces salariés au travail de nuit, alors qu'on sait pertinemment que le travail de jour présente, toutes choses égales par ailleurs, beaucoup moins de risques pour la santé. Mais dans le cas où ce travail de nuit sera indispensable, l'employeur devra informer les salariés sur les risques qui sont induits par cette organisation du travail et surtout accorder une attention particulière à la protection de leur santé et aussi à la question de l'adaptation du travail à nuit. Ainsi, le législateur cherche à prévenir les risques qui sont induits par le travail de nuit, tout en offrant une compensation aux salariés malgré tout exposés à ce travail. Alors j'en ai pas parlé parce que j'ai pas vraiment le temps, mais le travail de nuit est aussi un facteur de pénibilité qui octroie des droits aux salariés au titre du compte pénibilité, notamment la possibilité de partir de façon anticipée à la retraite. Mais à côté de cette question de la santé, les effets du travail de nuit s'observent aussi du côté de la vie privée des travailleurs, puisqu'il semble difficile en effet de pouvoir passer beaucoup de temps avec ses amis, son conjoint, ses enfants, lorsqu'on ne vit pas avec la même horloge cheveux. Cette problématique pourtant semble abordée de façon assez lacunaire par le législateur. En tout cas, sur la question de la réduction du temps de travail, il est peu probable que réduire légèrement la durée du travail suffise à retrouver un équilibre satisfaisant entre les différents temps de vie des travailleurs. Autrement, sur cette question, le Code du travail prévoit que lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour. Cette règle ne vaut que pour les obligations familiales et non pour les autres obligations qui pourraient découler de la vie privée de ce salarié. L'accord collectif qui organise le recours au travail de nuit prévoit également des garanties un peu plus larges qui visent à concilier vie privée et vie professionnelle sans pour autant que le Code du travail ne détaille les garanties qui sont attendues d'un tel accord. Enfin, le salarié est prioritaire s'il souhaite être réaffecté à un poste de jour, mais encore faut-il qu'un tel poste soit disponible dans l'entreprise. Donc en dehors de ces quelques règles, rien n'est prévu en matière de conciliation des temps du travailleur de nuit, ce qui trahit une certaine carence relative à la protection de la vie privée de ces travailleurs-là. On peut toutefois invoquer certaines règles à la portée plus générale qui sont prévues dans le Code du travail. Alors, la Cour de cassation admet par exemple que le passage à un horaire de nuit constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, ce qui suppose que cette modification soit acceptée par le salarié, mais ce n'est pas vraiment dans une logique de protection que le Code prévoit ça, puisque c'est exactement la même règle qui va s'appliquer en cas de passage à un horaire de jour, et aussi un refus du salarié pourra entraîner son licenciement pour motif économique si jamais les conditions d'un tel licenciement sont réunies. Aussi, la règle selon laquelle nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché peut aussi être utilement invoquée par un travailleur de nuit, notamment pour protéger son droit à la vie privée familiale qui est garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, les incidences du travail sur la vie privée du salarié ne se limitent pas forcément au seul cadre légal du travail de nuit, puisqu'on a aussi de nombreux temps hors législation sur le travail de nuit qui sont problématiques. Alors, il y a par exemple les astreintes nocturnes, les trajets de nuit, mais je pensais aussi à l'exemple des contrôles antidopage inopinés de nuit pour les sportifs professionnels qui sont à beaucoup d'égards bien plus contraignants que, par exemple, les perquisitions administratives. On peut aussi citer le travail de nuit qui est effectué au domicile en dehors des horaires de travail pour les travailleurs qui sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps. Vous avez sûrement déjà entendu parler du droit à la déconnexion qui a été instauré par la loi travail qui constitue aujourd'hui le seul rempart contre ce type de travail de nuit. Mais ce droit à la déconnexion reste assez lacunaire encore parce qu'il permet de s'assurer éventuellement que le salarié n'est pas connecté la nuit. Il ne permet en aucun cas de garantir qu'il ne travaille pas si sa charge de travail est telle qu'il ne peut accomplir le travail demandé pendant son horaire normal de travail. Finalement, la prescription d'une charge de travail raisonnable pourrait être un meilleur garde-fou pour éviter que la vie professionnelle d'un salarié n'empiète trop sur sa vie personnelle, mais ça supposerait, c'est beaucoup plus compliqué, que l'employeur repense en profondeur l'organisation du travail. Alors, en conclusion, la réglementation du travail de nuit repose aujourd'hui sur un équilibre un peu chancelant entre la nécessité d'organiser une activité nocturne, mais aussi l'importance de protéger les travailleurs qui sont affectés à cette activité. L'équilibre qui a été établi entre
Liberté d'entreprendre et droit à la santé a été validé par le Conseil constitutionnel et apparaît, sinon parfait, au moins satisfaisant. Mais en revanche, celui entre vie privée et vie professionnelle, vu les évolutions récentes du droit de la durée du travail, apparaît encore relativement précaire. Le droit du travail a en fait encore du mal à appréhender la question de la conciliation des temps, puisque le plus souvent, il cherche à corriger une situation existante, comme c'est le cas avec le droit à la déconnexion, et non à prévenir les risques, notamment les risques psychosociaux, qui peuvent résulter d'un mauvais équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Si on regarde les garanties qui sont prévues par les accords collectifs sur le travail de nuit, il ne semble pas qu'elles soient non plus suffisantes pour assurer l'effectivité du droit au respect de la vie privée. Alors, le plus souvent utilisé par les partenaires sociaux, on va avoir le financement partiel ou total d'une garde d'enfants qui va permettre en fait aux travailleurs de nuit de se dégager de leurs obligations personnelles pour pouvoir aller travailler. Mais finalement, on peut légitimement penser que les travailleurs aspirent plutôt à disposer et profiter de leur vie personnelle et non à s'en défaire pour pouvoir aller au travail. Donc pour terminer, si le travail est souvent présenté, et à juste titre, comme un facteur essentiel d'intégration sociale, il faudrait toutefois éviter qu'il devienne pour certains aussi un facteur d'exclusion. Je vous remercie.